Il n'avait pas l'air d'un homme en quête de vengeance, pas avec ses mains calmes, sa chemise repassée et son badge d'ingénieur encore accroché à la ceinture. Mais quand Terence Delgado s'est tenu au-dessus du détective ensanglanté, le canon encore tiède et le silence plus assourdissant que n'importe quelle sirène, on a su. Quelque chose de sacré venait de se briser. Pas la loi, quelque chose de plus profond. Comme souvent, tout a commencé un mardi qui se donnait des airs normaux jusqu'à ce qu'il détruise une vie. L'appel est arrivé à 14h37, hôpital général d'Auckland, voix d'infirmière sèche et pressée comme si elle avait déjà dû le dire 3 fois aujourd'hui. Monsieur Delgado, votre fils a été admis aux urgences traumatisme crânien multiples fractures. Venez immédiatement. Pas d'émotion, pas de pause, aucune place pour le cri silencieux qui montait en lui. Il a conduit les 2 mains agrippées au volant, les plans encore éparpillés sur son bureau, un sandwich à moitié mangé laissé derrière lui. Jamal était parti le matin même avec un sourire et ses écouteurs. 17 ans, élève modèle capitaine de l'équipe de foot allergique aux ennuis. Il avait promis d'être rentré pour le dîner. Quand Terence a franchi les portes de l'hôpital, ce qu'il a vu n'était pas son fils. C'était un corps abîmé, un visage méconnaissable gonflé tuméfié. Des tuyaux, des moniteurs, des bips réguliers comme un compte à rebours cruel. Et juste devant la salle de soins, 2 policiers adossés au mur, l'air de rien. « Votre fils a résisté à son arrestation », a dit l'un d'eux les yeux vides. « Pour un sachet d'herbe », a ajouté l'autre avec le ton de quelqu'un qui lit une addition sur un ticket de caisse. Terence ne répondait pas encore, ses doigts se sont lentement crispés. Il disait que Jamal était devenu agressif, qu'il avait foncé, qu'il avait fallu les 2 pour le maîtriser. Maîtriser son fils était dans le coma. Et la caméra piéton, a demandé Terence, la voix basse serrée. Défaillance technique, ont-ils dit ensemble, bien sûr. Ce soir-là, une infirmière a chuchoté à une collègue un autre garçon même, âge même, jour blanc quartier chic, 2 fois plus de marijuana. Lui, il avait eu un avertissement et un retour à la maison en voiture. C'est là que Terence a cessé de croire au hasard. C'est là que le chagrin a commencé à se transformer en quelque chose d'autre. 2 jours plus tard, la sécurité de l'hôpital l'a escorté dehors, pas parce qu'il était violent, mais parce qu'il posait trop de questions. Le message était clair, ne fais pas de vagues. Ne remets pas en cause le rapport, n'attends pas de justice si ton enfant ressemble à Jamal. Et ça aurait pu s'arrêter là s'il n'avait pas croisé Sophia Lin, une avocate des droits civiques, à la voix tranchante et au casier judiciaire rempli de victoires contre les abus policiers. Mais même elle a prévenu, n'espérez pas que le procureur s'en soucie. Le système se protège pas les victimes. Et c'était vrai. Même après qu'une vidéo de témoin ait émergé, film instable, partiel, où l'on voit Jamal plaqué contre un mur alors qu'il était déjà menotté, le procureur a haussé les épaules. Pas suffisant pour prouver une intention. Intention Terence a regardé la vidéo en boucle comme s'il analysait des plans de structure, cherchant les failles, les points de rupture, là où il pourrait faire tomber cet édifice pourri. Et puis, il a craqué. Quand l'agent Trevor Briggs s'est pointé dans la chambre de Jamal, souriant toujours en uniforme, c'est là qu'une petite voix s'est élevée dans le couloir. « Infirmière Carolina, il ne méritait pas ça », a-t-elle murmuré à peine plus fort qu'un souffle. Elle a croisé le regard de Terence, doux troublé. Elle a fait un pas en avant comme si elle voulait dire plus, mais un sergent en uniforme est passé derrière elle. Et Carolina a reculé, poing serré, regard baissé, lèvres closes. Elle est partie sans un mot. Terence ne lui en a pas voulu. Pas vraiment. Même les justes se font réduire au silence. Il est retourné s'asseoir auprès de son fils, essayant de se souvenir de la dernière fois qu'ils avaient ri ensemble, de la dernière fois qu'il n'avait pas eu peur pour lui. Les lumières blafardes de l'ICU bourdonnaient au-dessus même rythme que les entraînements militaires d'autrefois. Et là, dans ce silence électrique, une voix du passé est revenue, pas celle de Jamal, celle d'un sergent instructeur, hurlant dans sa face pendant l'entraînement 20 ans plus tôt. « Delgado, tu pleures pas, tu saignes en silence ». À l'époque, Terence saignait pour un drapeau, pour une équipe, pour des hommes prêts à prendre une balle pour lui, même s'ils ne partageaient pas sa couleur de peau, même quand il le traitait de nom dans son dos. Mais aujourd'hui, ce même drapeau avait laissé son fils saigner seul dans un couloir. Et puis la phrase est tombée de la bouche de l'officier en quittant la chambre. Encore un voyou qui a appris à ses dépens. Cette phrase a tout déclenché, tout rouvert. Soudain, il n'était plus dans un hôpital. Il était de retour sous la tente militaire à 22 ans, accusé de vol parce que son visage était suspect. À l'époque, Terence s'était tu, n'avait rien contesté, n'avait pas rompu les rangs. Mais aujourd'hui, il n'avait plus 22 ans. Et ce n'était plus son honneur en jeu. C'était la vie de son fils.
Cette nuit-là, Terence n'a pas dormi, il n'a pas pleuré. Il a dessiné un plan, pas une vengeance. Une justice que le système lui avait volée. Il a lu chaque nom sur le rapport d'incident, cartographié les adresses, les habitudes, les faiblesses. Une semaine plus tard, le détective Briggs s'est réveillé sur le sol de son garage, une balle dans la jambe, scotché à une chaise avec un dictaphone posé à côté. Et Terence Hill observait déjà la prochaine cible. Aucun badge ne les sauverait désormais. Mais ce que Terence ignorait encore, c'est que quelqu'un l'avait remarqué. La lieutenante Danielle Reeves, l'une des rares à encore croire à l'intégrité, avait commencé à recoller les morceaux. Mais dans une ville qui refusait de voir qu'elle était brisée, sa voix de vérité était noyée sous les gyrophares. Et la foule ne disait rien, ou pire, elle se moquait. En ligne, beaucoup rièrent de la douleur de Terence. « Joue à des jeux stupides, gagne des prix stupides », écrivait-il. Certains postaient de même des mèmes, le visage tuméfié de Jamal tourné en dérision, cliqué partagé. Mais quand la vérité a percé, quand la vidéo a fuité, le silence est revenu, certains ont effacé leurs commentaires, d'autres ont changé de photo de profil, et beaucoup ont juste disparu. Parce qu'une fois que le mensonge tombe, on ne peut plus faire semblant de ne pas voir. Et la culpabilité, elle reste, elle pèse, et c'est là qu'on s'arrête. Car ce qui vient ensuite, personne ne l'avait prévu. Mais vous allez vouloir savoir. Et tout commence par un souffle « Papa ». Il n'a pas bronché quand la voix a traversé la ligne. « Papa ». Un simple murmure, mais il a brisé tout l'univers de Terence. Jamal était réveillé, pas complètement, pas clairement, mais assez pour parler. Assez pour se souvenir, assez pour souffrir. Terence a laissé tomber le téléphone jetable, son souffle s'est bloqué dans sa gorge comme s'il n'avait plus d'endroit où aller. Il aurait dû ressentir du soulagement. Mais à la place, il a senti la pression, parce que maintenant son fils était vivant, et Terence était à mi-chemin d'une guerre, et l'homme derrière tout ça toujours en vie. Toujours quelque part dans les collines de la Sierra à l'abri planqué protégé. Darren Cooper, celui qui avait dit « Vous les gens comme vous, vous ne comprenez jamais votre place ». Celui qui avait défiguré Jamal et qui en avait ri. Terence avait déjà neutralisé 2 d'entre eux, Mills était en prison. Sanchez avait coopéré, mais Cooper était un fantôme dans une cabane. Terence l'a trouvé quand même, le trajet s'est fait dans le silence. Pas de musique, pas de pensée, juste le bourdonnement de la route et le clic froid du métal dans la boîte à gants. La forêt était calme, pas paisible, juste en attente. À l'intérieur, Cooper buvait à moitié ivre son arme posée sur la table. « Je savais que tu viendrais » grogna-t-il sans se retourner. « Vraiment ? Ouais, vous réagissez tous pareil. » Terence ne dit rien. Cooper se leva lentement, chancelant. « Tu veux une confession ? D'accord ? Ouais, j'ai frappé ton gosse, j'aurais pu m'arrêter. Je l'ai pas fait. Et tu sais pourquoi ? Parce que personne ne m'arrête. » Il se retourna, ses yeux injectés de sang, son sourire bancal. Pas le commissariat, pas le procureur, pas toi. Terence s'avança lentement sans trembler. Cooper continua de parler, parce que c'est ce que font les lâches quand ils croient que la cruauté, c'est du pouvoir. « Tu veux savoir ce que j'en pense ? Ton fils, c'était un voyou de plus. Un déchet ? Je lui ai rendu service. » Terence ne regardait pas son visage, il regardait ses mains. Elle ne tremblait pas. Aucun remords, aucune peur, juste du vide. Il sortit un dictaphone de sa poche, le posa sur la table entre eux. Cooper plissa les yeux. « C'est quoi ça ?»« La vérité. Tu vas me tuer, c'est ça, vas-y. Tire, je deviendrai le martyr et toi le monstre. » Terence ne leva pas l'arme, il fixa Cooper vraiment. Et pour la première fois, il le vit. Pas de culpabilité, mais la peur de perdre le contrôle. Un homme qui avait grandi en se croyant intouchable, et maintenant coincé dans une cabane face au père du garçon qui l'a détruit. « Tu sais pourquoi je t'ai pas tué plus tôt ?» dit Terence voix basse. Cooper ne répondit pas. Parce que mourir ce serait facile. Mais un procès où tout le monde t'entend pleurnicher à la barre, relire tes propres textes, tes insultes racistes, tes rapports falsifiés. « Tu ferais pas ça ?» Terence se pencha. « C'est déjà commencé. » Puis il appuya sur lecture. La voix de Cooper, ses mots à lui, ont rempli la pièce. Les injures, les rires, les aveux, son visage s'effondra. Pour la première fois, il parut petit. « Je t'en supplie » murmura Cooper, les mains levées. « J'ai des enfants. »« Moi aussi » répondit Terence. Le silence tomba, lourd, définitif. Puis Terence recula. Pas de sang, pas de tir. Juste un appel anonyme au 911. Quand la police a fait irruption, Cooper était vivant, ligoté, humilié, et l'enregistrement était déjà entre les mains de la lieutenante Reeves. La presse s'est déchaînée, Darren Cooper démasqué, réseau de dissimulation exposé,
Police d'Auckland sous enquête fédérale, certains des plus bruyants sur les réseaux muets. D'autres ont retourné leur veste. J'ai toujours su que quelque chose clochait, disait-il. Mais un visage ressortait. Une femme lors d'une conférence de presse, celle-là même qui partageait les mêmes. Elle tenait une pancarte « J'ai cru au mensonge, plus jamais ». Et Carolina l'infirmière, elle a retrouvé Terence le jour où Jamal est sorti de l'hôpital. Elle n'a rien dit, elle lui a juste tendu un mot plié. « J'aurais dû parler plus tôt, je ne l'ai pas fait. Pardon, je ferai mieux. » Terence a hoché la tête, et c'était suffisant. Mais la justice, ce n'est pas que des gros titres. C'est ce qui est arrivé 3 semaines plus tard. Sur les marches du tribunal, Terence Delgado s'est présenté avec son avocate pour se rendre. Le juge a tout entendu, tout vu, et a déclaré « Quand la justice échoue à ce point, ce n'est pas seulement l'homme qu'il faut juger, c'est le système. » Et ce jour-là, Terence a reçu l'immunité totale. À une condition, il siégerait à la nouvelle commission indépendante chargée de réformer la police de la ville. Ce soir-là, en rentrant en voiture avec Jamal, le silence régnait. Puis Jamal a murmuré « Tu regrettes ?» Terence n'a pas répondu tout de suite. Ses mains ont serré un peu plus le volant. Un souffle, un regard dans le rétro. « Non, dit-il, mais j'aurais préféré ne jamais avoir à le faire. » Et ils ont continué à rouler. La route était longue, abîmée, mais au moins, c'était la leur. Alors, et vous? Qu'auriez-vous fait si le monde traitait votre enfant comme un déchet? Si la loi se courbait pour un badge, mais vous écrasait, vous, auriez-vous gardé foi dans le système? Ou auriez-vous, comme Terence, rendu les coups? Dites-le moi. Qui avait raison, qui est allé trop loin? Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-nous où vous vous situez. Et si vous croyez encore en la justice, likez, partagez, abonnez-vous. On n'a pas fini de raconter ces histoires, pas tant que les choses n'auront pas changé.